Aujourd'hui, au podcast Le poids de la nuance, on va faire un overrated ou underrated par rapport à différents concepts là, ou choses qu'on entend au niveau du fitness. Fait que ça va vraiment être une question d'opinion. On va essayer d'apporter à la fois nos perspectives, nos expériences, mais aussi un peu, bien entendu, le volet de la science par rapport à l'entraînement. Et sur ce, on va commencer avec quelque chose qu'on a parlé même directement dans le dernier podcast qu'on a fait juste avant, mais c'est la bulk. Overrated ou underrated? Je te laisse commencer, Jay. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. La bulk, ok, là tu vois, on va peut-être pas être 100% d'accord, mais moi je pense qu'elle est, je vais dire, ça va commencer plate, mais properly rated. Donc elle est bien ratée. Mais je peux comprendre comment quelqu'un pourrait dire qu'elle est overrated à cause de comment la bulk elle est devenue avec les réseaux sociaux, de comment elle s'est transformée. Maintenant, quand on pense à une bulk, on pense à « Hey, je vais devenir énorme et je vais prendre 78 livres en 2 mois. Mais c'est pas ça une bulk. En théorie, la bulk, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, c'est tout simplement la phase où tu manges un petit peu en surplus calorique pour être en mesure de prendre la masse optimalement sans trop prendre de gras, right? On s'entend que c'est ça l'objectif, parce que le but, c'est qu'il faut que tu restes le plus possible en bulk pour réussir à avoir des résultats optimaux. C'est vraiment là que tu t'améliores. Fait que pour ça, pour la définition que je viens d'y donner, je pense que c'est properly rated. Je pense que ça vaut la peine de faire une bonne bulk qui est évidemment bien faite, parce qu'évidemment, je pense que rapidement, ça peut devenir overrated, disons-le comme ça. Toi, t'en penses quoi? Ben moi, j'ai une opinion un peu plus tranchée là, que Jérémy là-dessus. C'est ça, je me disais. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment overrated. Puis je trouve ça overrated simplement parce que, je dis que c'est overrated à cause de l'utilisation qu'on en voit tout le temps. Parce que la majorité du temps, les gens ne vont pas se dire « Hey, je vais rester en maintien calorique ou plus ou moins 200 calories de mon maintien pour optimiser mon développement musculaire. » Souvent, on va aller dans des extrêmes, on va essayer d'ajouter 500, 600, 700 calories. Et pourquoi est-ce que mon opinion est comme ça? C'est que dans le fond, être en énorme surplus n'est absolument pas nécessaire. Et en fait, être en surplus en tant que tel n'est pas nécessaire pour développer de la masse musculaire. Il y a deux processus importants, deux choses qui sont super importantes pour développer de la masse musculaire. C'est l'apport en protéines, mais en fait de réserve d'acides aminés, et le stimuli d'entraînement qui est le stress mécanique. C'est les deux choses super, super importantes qui permettent la synthèse de protéines musculaires, le développement musculaire. Donc, c'est indépendant un peu de l'apport en énergie qu'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à dire « Hey, ben là, si je ne suis pas en surplus, je n'ai pas d'énergie disponible pour faire de la synthèse de tissu. » Par contre, on a des réserves d'énergie généralement disponibles, même si ce n'est pas sous forme d'aliments qu'on ingère, mais bien sous forme de tissu adipeux. Donc, on va avoir de l'énergie nécessaire quand même pour développer de la masse musculaire. Maintenant, nuance que j'aime apporter direct en partant, parce que c'est aussi ça notre podcast, c'est que même si développer de la masse musculaire, ce n'est pas nécessairement lié à la quantité d'énergie disponible, il y a quand même des études qui ont regardé, OK, mais si une personne qui est en déficit calorique versus une personne qui est en maintien ou en surplus, lesquels gagnent le plus de masse musculaire, c'est qu'on a le même entraînement, puis la même supervision de l'entraînement, puis le même apport en protéines. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on approche d'un déficit calorique de plus de 500 calories, ben là, OK, on n'a plus de gain en masse musculaire ou très, très, très peu. Donc, on pourrait se dire, OK, est-ce que c'est par cause qu'on a moins d'intensité au niveau de l'entraînement? Est-ce qu'on a une bonne récupération? Est-ce qu'on a moins d'énergie? On est moins performant? Bref, c'est toutes des questions qui sont super intéressantes qui font que, OK, ben, être en déficit calorique, on s'entend que ce n'est pas la meilleure des options pour avoir une prise de masse qui est optimale. Mais je tiens à rappeler que prendre du gras, ce n'est pas nécessaire énormément pour développer le plus de masse musculaire possible. Et ce qui arrive souvent, puis ce que je trouve triste, c'est que c'est plus le fait de manger plus de calories, c'est plus associé au poids que le développement musculaire en tant que tel. Ben oui, c'est un bon point parce que c'est vrai que maintenant, on voit des choses sur les réseaux sociaux. Mettons, si t'es pas 200 livres, c'est un poids de victime, des affaires de même. Je suis comme, tu sais, ça, on est vraiment stické sur le poids en tant que tel, mais le fondement de ce qu'on veut avec la bulk, est-ce que c'est vraiment nécessairement comme prendre 60 livres? Non, pas vraiment. C'est pas d'être c'est pas un concours de. C'est jamais un concours pour commencer. C'est encore moins un concours de qui est le plus lourd non plus, tu sais.
Puis juste pour rajouter quelque chose un peu avec ce que tu disais, puis le fait que lui, toi, tu disais que c'était un petit peu intensité avec avoir l'apport en acides aminés essentiels. Moi, je le vois aussi comme la bulk, je l'aime parce que j'aime être en mesure d'avoir les nutriments nécessaires pour donner l'intensité que je veux dans la salle. C'est vrai que je suis rarement en maintenance. Potentiellement que la maintenance, je peux quand même avoir plus d'énergie qu'en cut, ça c'est sûr à 100%. Ah, ouais. Mais quand je suis en cut, moi j'ai tendance à être à moins 500 calories, ce qui fait en sorte qu'on s'entend que c'est pas les mêmes entraînements quand tu es en perte de Ah, gras ça c'est qu'en sûr, prise par de contre. masse, disons-le comme ça. Fait que j'aime ça. C'est pour ça que je trouve que c'est properly rated, parce que évidemment quand elle est bien fait, le petit surplus, ça donne vraiment comme le carb rush que tu as besoin pour comme, faire des entraînements qui semblent efficaces Ouais, et qui ouais. ont l'air efficaces aussi, donc ça donne de la motivation. Donc moi je sais pas, je pense qu'encore une fois, on dit la même chose, Ouais. sauf qu'on le rate On pas n'a pas des nécessairement la degrés même. équivalents. C'est ça. Comme moi, mettons, je trouve que c'est important d'être dans un objectif de prise de masse musculaire, mais je trouve que le concept de bulking phase, puis comment est-ce que c'est utilisé, c'est vraiment overrated. Dans le fond, c'est parce que lui est en bulk en ce moment, puis moi je m'ennuie de la bulk. Fait que je suis comme C'est ça. c'est properly rated, j'ai tellement hâte, puis lui comme ben non, c'est pas si nice que C'est ça pas si finalement. pire que ça, Non, mais tout ça pour dire, bref, on a fait le tour au niveau de la bulk. Ouais, exact. Fait que souvent, là, c'est ça ce qui arrive au niveau de la bourse, c'est que c'est beaucoup lié à de l'impatience. Oui. Fait que d'avoir des résultats rapides, je tiens à rappeler que les gains pour les débutants là, en masse musculaire pour les hommes, c'est environ 1 à 2 livres de masse musculaire dans les premiers mois et ça décline rapidement après 6 mois d'entraînement. Et pour les femmes, c'est d'environ 0,5 à 1 livre là, par mois dans les premiers mois et par la suite, ça décline aussi rapidement. Donc, votre meilleur ami, c'est la patience pour développer le plus de masse musculaire Oui. possible et le long terme. Maintenant, on passe au deuxième overrated ou underrated et c'est le mind-muscle connection. Et ça, c'est en français la connexion neuromusculaire. Qu'est-ce que c'est? Commence par ça. Ouais, fait que le mind-muscle connection, la connexion neuromusculaire, c'est la capacité de se concentrer de manière interne sur une contraction ou un muscle qui est en train de travailler. Donc, on ne se fie pas à quelque chose qui est externe comme notre environnement, comme par exemple pousser une barre. Ça, c'est quelque chose qui est externe, comme mettons au bench press. Je vais voir la barre qui s'éloigne de mon corps et la ramener. Ça, c'est quelque chose d'externe. Quelque chose qui est interne, c'est de me concentrer sur la contraction de mon pectoral et de mon triceps pour faire le mouvement. Fait que c'est la principale différence qu'on va avoir entre quelqu'un qui utilise du mind-muscle connection ou quelqu'un qui se fie plus à son environnement pour s'entraîner. Puis c'est là que je pense qu'on a encore clashé sur celui-là. C'est drôle parce que quand justement on écrivait ça, lui il le voyait d'une façon, moi je le voyais d'une autre, puis on a réalisé que les deux étaient vrais. La réalité c'est que lui était overrated. Il a dit que c'était overrated, puis moi j'ai dit que c'était underrated. Fait que là tu vois qu'il y a quand même une grosse différence. Mais personnellement, si je parle pour mon point, la raison pourquoi je disais que c'était underrated, c'est tout simplement parce que pour un débutant, bien ressentir la contraction, c'est quand même essentiel aussi Ouais. à avoir une bonne technique puis à bien se développer, évidemment à se développer d'une bonne façon ou bien bâtir les fondations. Je trouve que je vois beaucoup de TikTok, je vois beaucoup de gens dans le gym qui forcent tellement terriblement, évidemment que la technique est loin d'être optimale, que je me dis que un petit peu de cette connexion neuromusculaire-là ferait pas de mal à personne. Ouais. T'sais. Mais ceci étant dit, est-ce qu'elle est 100% nécessaire? Là? Parce que, évidemment, pour un débutant, je pense que c'est nécessaire. Pour quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, est-ce que tu vois comme si c'était nécessaire? Je sais ce que tu vas dire, mais je veux que tu le dises. Tu le dis bien. Dans le fond, moi personnellement, je trouve que c'est un facteur limitant. Okay. Ça a la possibilité d'être un facteur limitant quand on obsède un peu trop sur la sensation qu'on devrait sentir au niveau des muscles. Et comment est-ce que j'aime l'imager? C'est que plus on a besoin de force, plus on va avoir besoin de muscles qui vont s'engager d'une certaine manière. Et lorsqu'on a une charge qui est faible, c'est plus facile de sentir notre muscle parce qu'on a moins, on n'aura aucune compensation, on va avoir un mouvement qui est parfait, puis on va vraiment être capable de se concentrer sur la sensation en tant que telle. Par contre, quand une charge devient plus lourde et qu'on se rapproche là, de notre 1 répétition maximale, fait que la charge la plus lourde qu'on peut, plus c'est normal qu'on va avoir besoin de créer un peu plus de momentum, qu'on va avoir d'autres muscles qui vont embarquer aussi pour s'assurer d'avoir suffisamment de force pour tirer. Et quand ça demande plus de force, notre cerveau envoie aussi un message de recrutement musculaire qui est plus confondant. C'est moins comme « Hey, recrute cette fibre musculaire-là », à la place, c'est « Regroupe toute cette fibre de muscle-là, sinon tu ne seras pas capable de soulever. Sinon, survie, sinon tu vas mourir. Ouais. » Fait que moi, c'est normal après, quand on a une charge qui est élevée, de moins sentir ses muscles travailler. Par contre,
Si tu le sens moins, est-ce que tes muscles ne travaillent pas? Non, parce qu'ils effectuent leur fonction principale. Encore une fois, si on est dans un contexte parce que la forme et la technique, elle est bonne, on est d'accord 100%, là-dessus. 100%. Dans une technique parfaite, en effet, c'est Mhm. 100%. Fait que c'est pour ça qu'on disait au début que je disais en fait que les deux peuvent être vrais. Mais une Ouais. fois que tu as la technique parfaite, c'est un très bon point. Ça peut être très limitant C'est si ça. tu fais juste penser à ça. Exact. Puis ça a quelque chose qui, au début, je pensais n'était pas tant étudié que ça. Mais finalement, quand j'ai poussé mes recherches un peu, on voit qu'en termes d'apprentissage moteur, ça a beaucoup, beaucoup été étudié. Un peu moins en bodybuilding, naturellement, parce que c'est pas un champ d'études qui est très spécifique. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait quand même le fait de se concentrer sur des focus qui sont internes versus externes. Les gens avaient tendance à être plus performants avec un focus externe. Donc, ils sont plus performants, par exemple, lorsqu'ils pensent à éloigner la barre au bench press de eux que de penser à la contraction parfaite de leurs pectoraux ou de leurs triceps. Maintenant, il y a aussi des études qui se sont intéressées. En fait, il y en a une en particulier qui s'est intéressée spécifiquement au bench press. C'est pour ça que je le ramène souvent. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quelqu'un était capable d'activer davantage ses pectoraux et ses triceps sur un bench press tant que la charge était en dessous du 80% du 1RM. Fait que 80% de la charge maximale qu'ils pouvaient soulever. Fait que là, ils étaient capables d'activer davantage leur fibre musculaire. Par contre, aussitôt que ça dépassait 80%, il n'y avait pas de différence entre le fait de se dire pousse la barre versus être capable de juste se concentrer sur la contraction de nos muscles en tant que tel. Fait qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est que lorsqu'on a une certaine charge, bien, ça devient moins significatif. Ce qui arrive dans les effets secondaires du mind-muscle connection aussi, puis là je parle des effets secondaires, mais il y a aussi beaucoup d'effets positifs. Il y a des effets positifs aussi. Là. Mais l'effet secondaire, c'est qu'on a tendance à être capable de soulever moins lourd. On a tendance aussi à être moins capable de supporter la douleur. Parce que, par exemple, si je fais un wall sit, là, je suis appuyé sur un mur, par exemple. Là. Puis là, si je me concentre juste là, sur la chaleur qui s'en va sur mes cuisses, là, ça se peut que j'ai envie de lâcher beaucoup plus vite que si je me fie, admettons, à quelqu'un d'autre qui est en avant puis que lui aussi, il tient, mettons, un facteur externe. Fait que c'est plein de choses qui fait que souvent, j'ai l'impression que si on obsède sur le mind-muscle connection, on peut quand même avoir une certaine perte au niveau des gains qu'on pourrait faire au niveau de l'intensité aussi de notre entraînement. Oui, puis tu sais, comme il l'a dit aussi, tu sais, l'important aussi avec la prise de masse, l'hypertrophie, ça reste que le stress mécanique est super important. Puis la charge contribue beaucoup au stress mécanique. Et donc, si tu peux mettre plus de charge en temps normal, tu vas aussi avoir plus de résultats en temps normal si la technique est belle. Donc, si on est juste stické sur « Ah, je veux bien sentir mon muscle, puis je l'ai fait, moi aussi, pendant un long bout, ben, tu finis par jamais monter tes charges parce que tu veux juste bien sentir tes muscles. Donc, encore une fois, ça peut être très bon au début quand tu commences. Puis pour ça, je trouve que c'est underrated. C'est un super bon outil Mais à la d'apprentissage. fin, j'avoue qu'à un moment donné, si ta technique est belle puis tu sens pas, mettons, ton lat, mais ta technique est parfaite, ben qu'est-ce qui tire, tu penses? Tu sais, ça sera pas ton quad qui va tirer. Ça va être ton lat pareil, tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on diverge un peu là-dessus. Ouais, puis moi, j'étais vraiment dans le camp opposé là, avant. Là. Puis Jay pourrait le témoigner. Moi, j'étais comme, moi, je veux pas me blesser. Moi, je m'entraîne de manière fonctionnelle. Puis là, je suis genre, je veux sentir tous mes muscles. Et avoir appris ça débutant, je pense que j'ai quand même eu un avantage à maintenant aller plus en style bodybuilding parce que maintenant, je suis vraiment plus capable aussi de contrôler mes muscles. Fait que pour les débutants, je donne que la connexion, c'est vraiment un atout. Ouais. C'est super drôle que je réalise ça maintenant, mais c'est aussi que je pense que la raison de pourquoi nous, on donne des réponses, c'est qu'on a eu comme le parcours différent. Parce que moi, j'ai commencé avec zéro mind-muscle connection, là, 0, 0, 0. Fait que ce qui fait en sorte que moi, j'ai toujours poussé comme un truck. Là. Je poussais, puis honnêtement, je pouvais me casser en morceaux, c'était pas tant grave. Puis maintenant, en vieillissant, je suis comme, oh, je peux plus faire ça. Fait que là, je dois travailler un petit peu plus sur ma connexion neuromusculaire. Puis Simon, c'est le contraire. C'est qu'il était tellement sur sa connexion neuromusculaire qu'il poussait pas assez. Ouais. Fait que là, les deux, on est en train de s'équilibrer, un d'un bord puis un de l'autre. Fait que ce qui fait qu'on n'a pas la même opinion. Parce qu'en effet, moi, il y a encore des muscles que j'ai de la misère à sentir, même si ça fait 10 ans que je m'entraîne, parce que je me suis entraîné full intensité puis rien d'autre pendant très longtemps. Ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que en gros, c'est super pertinent comme outil d'apprentissage, la connexion neuromusculaire. Par contre, ça ne doit pas être un facteur limitant pour vos entraînements, tout simplement. Je pense que ça fait un bon petit résumé. Là. Ouais. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois.
Troisième, overrated ou underrated, on va parler du deadlift, mais spécifiquement pour l'hypertrophie, pas pour le powerlifting, vraiment Ok. le deadlift pour Ok. l'hypertrophie. Qu'est-ce que tu en penses? Overrated. Je pense qu'on pense la même chose. Overrated, un peu, Overrated. oui. OK, là, tu vois, ça a été spécifié que c'était pour l'hypertrophie. Il y a Mhm. une raison pourquoi ça a été spécifié que Ouais. c'était pour l'hypertrophie, parce que le deadlift en tant que tel, étant un des 3 gros mouvements du powerlifting, est un mouvement qui représente bien et qui améliore bien la force. On ne va pas dire le contraire. Mhm. Mais veux pas, quand tu travailles en hypertrophie, t'aimes ça aussi savoir où est-ce que, évidemment, quels muscles travaillent, puis tu veux vraiment isoler les muscles qui travaillent, essayer de donner de l'intensité justement je vais le répéter, à tes muscles qui travaillent, veux pas, pour leur permettre de grossir. Mais il y a une problématique avec le deadlift que j'aimerais que tu nous parles. Ça travaille quoi, le Oh! deadlift? Fait que le deadlift, ça travaille en fait, on peut généraliser ça en disant que ça travaille beaucoup la chaîne postérieure. Fait qu'on va travailler au niveau des fessiers principalement, on va avoir un recrutement au niveau des ischios, on va avoir aussi au niveau des érecteurs du rachis, bref, les muscles qui sont capables de faire redresser la colonne. Et on a bien entendu aussi tout ce qui est les muscles qui vont être plus accessoires, comme oui, on va avoir un recrutement aussi des quadriceps, oui, au niveau de la sangle abdominale pour notre corps, oui, pour nos grands dorsaux, puis nos bras pour soutenir la barre. Mais bref, on travaille beaucoup de choses au Ouais. deadlift. Et dans le fond, ce qui est intéressant en hypertrophie, c'est qu'on veut avoir la capacité de surcharger certains muscles. Ouais. Tandis que sur un deadlift, c'est super compliqué si on doit décortiquer chacun des muscles. Et dans le fond, oui, on pourrait dire, OK, ben, le deadlift, c'est super pour surcharger le muscle fessier. Fantastique, parce qu'on peut avoir une contraction concentrique, excentrique. Par contre, on a beaucoup de facteurs limitants qui s'ajoutent. On a l'amplitude dans laquelle on va aller, parce qu'on s'entend que dans un deadlift, on va aller au niveau fessier, on va être dans beaucoup moins d'étirements qu'on peut y aller, Ouais. par exemple, dans un squat. Mhm. On va avoir aussi certains muscles comme les grands dorsaux, par exemple. Puis ça, je fais une parenthèse tout de suite, mais le deadlift, C'est pas un exercice c'est de haut pas un du corps. exercice de haut du corps. Ok, il y a beaucoup de gens qui sont comme, pour Dans l'hypertrophie, le back day. mon dos a explosé de volume en faisant du Non, deadlift. non. Non, pas efficacement en tout cas. Pas qu'il n'y a aucun gain Non, musculaire, non. mais c'est pas l'exercice, mettons, de choix parce qu'on a beaucoup de contractions qu'on appelle isométriques. Fait que Ouais. c'est des contractions qui sont excellentes pour produire 100% de la force qu'on peut, mais qui n'ont pas de variation de longueur. Fait qu'on n'étire pas ou on ne raccourcit pas un muscle qui est quand même essentiel dans un processus là, de stress mécanique. Et par exemple, quand nos lats, oui, OK, ils vont stabiliser, ils vont aider à supporter notre colonne, ils vont stabiliser nos bras, stabiliser la barre, mais pendant tout le mouvement, il n'y aura pas de variation de longueur, ça va être isométrique. Fait que ça ne va pas muscler votre dos. Peut-être que ça pourrait muscler vos érecteurs, par contre, Ouais. qui sont les muscles les muscles épais là, qui longent la colonne. Puis là, OK, oui, il y aurait un bénéfice pour l'hypertrophie de ces muscles-là, mais encore une fois, est-ce que ce serait le meilleur exercice? C'est pas facile à surcharger, là, un deadlift. Là. Puis ça, c'est un point super important. Tu l'as dit, c'est on veut surcharger un certain muscle. Donc là, on a dit aussi le deadlift, c'est bon pour les fessiers. Mais là, si on pense à un exercice qui est vraiment bon pour les fessiers, on pense au hip thrust. En effet, tu peux mettre plus lourd sur le deadlift, souvent que sur un hip thrust. Reste que faut que tu prennes en considération aussi la fatigue accumulée, la fatigue centrale que tu vas avoir avec un exercice comme le deadlift, parce que ça recrute énormément de muscles, alors que le hip thrust va recruter principalement les fessiers. Là. Donc, en effet, le poids va être plus lourd sur ton deadlift, mais ça va être mieux d'entraîner tes fessiers directement avec le hip thrust. Fait que c'est pour ça que pour l'hypertrophie en tant que telle, il y a un deadlift, gros coût énergétique, dans le fond, au énorme. deadlift, contrairement à d'autres exercices qu'on pourrait privilégier. Là. Fait que ça fait que c'est pas la meilleure des options, mais ça s'intègre pareil. Là. Ah, ça le fait. Puis il y en a beaucoup qui veulent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent deux choses, hein, qui veulent l'esthétique, mais qui veulent aussi que ça soit un petit peu plus fonctionnel, qui va être en mesure d'être plus fort dans plusieurs mouvements. Puis on s'entend que si tu veux améliorer ta force, ben, le deadlift reste un bon exercice pour ça. Est-ce que ça veut dire que vu que tu veux travailler, mettons, juste sur l'hypertrophie, que tu peux jamais avoir de deadlift? Non, tu sais, encore une fois, il n'y a rien qui est tranché au couteau. L'important, c'est de bouger, puis c'est de se dépasser. Fait que tu le fasses avec un deadlift parce que tu adores le deadlift, ou que tu le fasses avec un hip thrust, peu importe, l'important c'est de le faire. Fait que le deadlift, en conclusion, c'est un peu overrated en hypertrophie. Ouais. Et pour aller un peu lié encore au deadlift, mais il y a un autre outil qu'on utilise souvent pour s'aider. Et c'est, puis j'adore le dire en français depuis que j'ai appris c'était quoi, mais moi ça me fait quand même sciller des oreilles puis j'ai encore plus, c'est utiliser des sangles de levage, des lifting straps, mieux connus sous ce nom. Est-ce que c'est overrated ou underrated?
Ah, ça peut pas être overrated ça peut pas être overrated dans ma tête. C'est sûr que c'est underrated. Ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est nouveau. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça s'est popularisé avec les réseaux sociaux Ouais, je dernièrement. pense aussi. Mais reste que si tu me dis, hey, j'ai un outil qui va faire en sorte que la tension va partir de tes avant-bras. Donc, tu vas pas être limité par ce que tu peux faire avec tes avant-bras, puis tu vas mieux pouvoir développer, par exemple, ton dos ou tes jambes, tout dépendant de ce que tu utilises. Ben, dans ma tête, ça peut pas être autre chose que underrated. Ouais. Parce que c'est rare que tu fais, mettons, je sais pas, un lat pull down dans le but d'entraîner tes avant-bras, right? Les avant-bras, c'est correct, là, on les aime, ils sont là, ils sont pratiques. Reste que si tu es rendu à mettre lourd sur ton lat pull down, puis que la seule chose qui te limite à mettre encore plus lourd, c'est tes avant-bras, ben tu limites les gains que tu peux aller chercher au niveau de tes lats, au niveau de ton dos. Donc, est-ce que ça vaut la peine à ce moment-là de prendre des straps si tu es capable de faire plus, puis d'augmenter l'intensité sur tes lats, puis d'augmenter le volume de tes lats? Moi, je pense que oui. Ouais. Puis moi, je suis vraiment d'accord avec ça, là, que c'est underrated. Puis le principal argument que j'entends contre les lifting traps, c'est ouais, mais là, tu ne développeras pas de la force au niveau de tes avant-bras. Tu ne développeras pas de préhension. Et la réalité, c'est que les sangles, même s'ils t'assistent, tu vas travailler ta préhension pareil. Tu vas Ouais, quand même ben avoir oui. cette tension-là qui va s'accumuler. Et au final, tu vas quand même avoir une force. Peut-être que tu n'auras pas la meilleure préhension que si tu n'avais jamais utilisé des sangles, mais encore une fois, si on s'intéresse particulièrement à l'hypertrophie, au développement musculaire, ben, tu ne veux pas que ton facteur limitant soit quelque chose qui n'est pas la fatigue de ton muscle ciblé. Ouais. Fait que ce soit au row, hang-in, deadlift, ça arrive souvent. Là, les gens, souvent, on est moins fort des avant-bras qu'on peut l'être de nos ischio-jambiers ou de nos fessiers. Fait que pour moi, c'est un no-brainer en mauvais français que je vais utiliser des sangles. Puis Ben oui. moi, c'est ce que j'ai remarqué, une super grosse différence au niveau personnel aussi, que j'ai l'impression que mon dos est plus capable d'en faire, de tirer, pardon, mais qu'en réalité, c'est vraiment la fatigue qui s'accumule puis le focus entre mon avant-bras puis tout mon bras qui se fatigue, contrairement à quand j'utilise Ouais. des sangles. Fait que depuis, pour moi, c'est sûr que j'en utilise tout le temps. Mais j'ai quand même envie de ramener un peu de science là-dedans quand même. Puis il y a vraiment une étude qui s'est intéressée au lat pull-down spécifiquement Ouais. avec utiliser des sangles. Et ce qu'eux, ils ont observé, c'est qu'il ne semblait pas avoir de vraiment grosses différences entre la charge qui est soulevée, le nombre de répétitions, puis la perception d'effort en utilisant un lat pull-down avec des sangles ou sans sangles. Mais dans le doute, si jamais tu penses que pour toi, c'est un facteur limitant tes avant-bras, tu as beaucoup plus de bénéfices à les mettre que, au pire, tu n'auras aucun bénéfice à ne pas en avoir. Puis la réalité aussi, c'est qu'il faut savoir que nous, sans sangle, si on s'entraîne 5 fois par semaine, ça se peut qu'il y ait de la fatigue accumulée dans les avant-bras, ce qui fait en sorte que là, oui, à ce moment-là, ça va valoir la peine de mettre des sangles parce que tes avant-bras sont encore moins forts qu'ils sont supposés de l'être parce qu'évidemment, ils sont juste fatigués. Il y a ça aussi à prendre en considération. Ceci étant dit, si ton but, c'est d'avoir vraiment la plus forte de toutes les grips de la Terre, évidemment, porte pas de sangle. Mais pour tout le monde, puis même pour ceux que leur but, c'est de développer de la force, souvent, on est mieux de prendre des sangles. Si ça nous permet d'aller un petit peu plus lourd dans certains contextes, Ouais, ouais. ça vaut la peine. À moins que tu sois dans une compétition de powerlifting où est-ce que tu n'as pas le droit d'utiliser tes sangles, par exemple. Ouais, ou de bras de fer. Ou de bras de fer. Voilà. Ou de bras de fer, c'est vrai, il y a des compétitions de ça. Ben là, t'es mieux de pas en prendre. Dernier point sur les sangles aussi, juste pour vous dire qu'est-ce que ça peut, les bénéfices que ça peut avoir, c'est que ça peut aussi contribuer à une meilleure stabilité aussi au niveau des poignets. Ça peut aussi contribuer à une meilleure sécurité dans un mouvement, comme par exemple au row hang-in deadlift ou mettons le fait de tirer quelque chose, on peut avoir une meilleure sécurité. Puis ça peut augmenter le nombre de répétitions puis la force qui est produite. Ça, c'est vraiment spécifiquement des données qui ont été tirées là, d'études provenant sur le deadlift. On ne se posera pas de questions pourquoi, parce que c'est le deadlift qui utilise le plus ça. Mais ça peut quand même être des effets qui sont bénéfiques. On peut extrapoler aussi à d'autres exercices, mais c'est les principaux avantages qu'il y aurait à utiliser des sangles de levage. Et sur ce, ça fait le tour des 4 overrated, underrated qu'on voulait faire aujourd'hui. C'était vraiment une opportunité pour nous aussi d'apporter de la nuance puis de présenter un peu nos perspectives qui sont différentes là-dessus. Puis ça nous ferait plaisir de continuer là, à renchérir puis faire ce type de vidéo-là. On adore ça. Donc, dans les prochaines semaines, on va aussi là, vous poser des questions là, en story, beaucoup plus sur Instagram pour voir si vous avez des idées, des suggestions. Sinon, si vous ne voyez pas les box, si vous avez des idées là, qui vous viennent en tête en écoutant le podcast, bien, prenez le temps de nous écrire. Ça prend un 5-10 minutes, sauf si vous êtes
faites sur la route, s'il vous plaît. J'ai dit 5-10 minutes, mais un 5-10 secondes à faire, pas pendant que vous conduisez, s'il vous plaît. Et vous pouvez nous envoyer vos suggestions, vos idées directement à coachj.kindl sur Instagram ou directement à moi, coachsim.kindl, et ça va nous faire plaisir de les prendre en note. Sur ce, on se voit lundi prochain.